Je vous prie de prêter attention à l'entrée du très respectable frère Jean-Pierre Serval, grand maître de la Grande Loge nationale française, et du très respectable frère Philippe Foussier, grand maître du Grand Orient de France. Bienvenue donc pour cette quatrième édition des rencontres Lafayette. Et oui, 4 ans déjà, c'est presque une tradition. Nous avons réalisé dans la continuité ce qui paraissait inimaginable pendant un siècle d'ignorance, voire de critiques stériles et dévalorisantes pour tous. Nous avons démontré ensemble qu'au-delà de nos différences auxquelles nous restons fermement attachés, qu'au-delà de nos différences, eh bien, il existait des valeurs communes, celles de l'initiation. Nous sommes frères. Philippe, nous sommes frères, c'est formidable. Et cela nous permet d'échanger, cela nous permet de nous enrichir mutuellement en présence des obédiences françaises amies, et je trouve que cette ouverture est un bol d'air rafraîchissant. Voilà. Je remercie bien sûr les orateurs du Grand Orient et de la Grande Loge nationale française. Je remercie les grands témoins. Je crois qu'un seul est arrivé, c'est M. Colosimo. Mais l'autre est attendu avec impatience. Je vous remercie tous donc pour votre contribution à cette soirée qui va être certainement très riche sur ce thème du temps sacré et du temps d'aujourd'hui. Cela va nous permettre de situer la franc-maçonnerie par rapport à son héritage forgé par le temps, précisément, sa mémoire et ses traditions. Ça va nous permettre de situer la franc-maçonnerie par rapport à ce qu'elle peut nous apporter aux uns et aux autres, et notamment peut-être cette rupture avec ce temps profane qui est une chose horrible, qui dicte notre vie, qui nous oppresse. Et c'est ce second bol d'air, au fond, que nous allons peut-être trouver dans les propos de nos orateurs. Alors, je n'en dis pas plus parce que, évidemment, ce n'est pas moi que vous êtes venus entendre. D'ailleurs, vous seriez beaucoup plus nombreux. Je vous souhaite la bienvenue. Je suis heureux que vous soyez aussi nombreux. Le grand maître du Grand Orient prendra la parole à la fin des conférences et des observations. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vais donner la parole au grand orateur de la GNF, Jean-François Variot, qui va nous donner quelques observations sur le déroulement de cette soirée. Chers amis, chères sœurs, chers frères, vous êtes ce soir dans l'enceinte du grand temple de la Grande Loge nationale française, et c'est peut-être pour plusieurs raisons. D'abord par curiosité pour les mystères de la franc-maçonnerie qui sont inépuisables, et aussi par intérêt pour ce qui vous manque le plus, peut-être, aujourd'hui, le temps. À moins que vous ayez été, comme certains que je connais, sauvagement piégés par un ami, auquel cas, vous ne pourrez pas lui en vouloir. Dans tous les cas, vous avez pris le temps de cette soirée avec nous, et votre récompense sera l'intérêt que vous allez y trouver. Je ne vais pas déflorer le sujet, et je vous indique tout de suite le déroulement de la soirée. Tout d'abord, nous écouterons les 2 conférenciers maçonniques. Ensuite, ce sera le tour des grands témoins de la société civile qui nous apporteront leurs échos éclairés sur le sujet de ce soir, c'est-à-dire temps sacré et temps d'aujourd'hui. Donc, Jean-Pierre Donzac, est-ce que, Jean-Pierre, tu peux te lever? Je pense qu'on peut l'applaudir d'abord. Donc, Jean-Pierre, vous voyez, il n'y a pas que les frères du Grand Orient qui
Ils t'applaudissent, hein, Jean-Pierre. Non, voilà. Hein. Professeur honoraire, un des acteurs éminents des hauts grades proches du Grand Orient de France, dont il est membre depuis 65 ans. Depuis, voilà, ça fait un petit peu de temps. Et on peut le applaudir encore. 65 ans quand même, hein, voilà. Et alors, il a choisi ce soir de focaliser son propos sur le temps si particulier de l'initiation maçonnique. Chers amis, mes sœurs, mes frères, pour un profane admis à l'initiation, tout commence par un long séjour dans le cabinet de réflexion. Plus tard, il sera instruit qu'il s'agit de l'épreuve de la terre. Ne serait-ce pas plutôt l'épreuve du temps? Ce n'est pas notre objet de définir le temps, tâche redoutable qui occupe l'esprit de bien des savants. Mais cette attente nous permet de faire l'expérience du temps où rien ne passe. Ces mots sont ceux du philosophe Nicolas Grimaldi. Il ajoute que la conscience du temps est originairement attente pure ou, autrement, que l'attente crée une disposition fondamentale, vide, indéterminée, prête à accueillir l'événement imprévu. Et pour nous, l'initiation est un événement imprévu. Le profane faisant l'inventaire des objets et inscriptions découvre le sablier. Comment ne pas y voir la fuite du temps? Rien ne peut arrêter le temps. Raison de plus pour ne pas en perdre. Au-delà de la fuite du temps, qui n'est pas réservée à notre cabinet de réflexion, le sablier introduit la notion de temps dans l'initiation. Ne posons pas la question de savoir si le temps apparaît comme un ordre de succession qui déploie des chronologies objectives, définitives, indépendantes de nous, ou s'il est un passage ne pouvant exister sans un sujet. Le temps serait alors une dynamique incessante dont le moteur serait lié à la subjectivité de celui qui le voit défiler. Il nous paraît bien difficile de choisir entre ces deux idées, à moins de répondre à ces questions par de nouvelles interrogations. D'abord, le temps a existé bien avant nous, avant qu'un sujet puisse le saisir, l'apprécier et un jour le mesurer. Puis, avec ou sans sujet, quel est le moteur du temps? La réponse appartient aux physiciens et aux philosophes. Mais notre temps, le temps maçonnique, répond-il à la première école? L'initiation est un processus inscrit dans le temps? Ou à la seconde? Le temps de la tenue ne dépend-il pas de la subjectivité de chaque frère? Ne dit-on pas que la maçonnerie est une intersubjectivité réduite à un discours? On voit ce cas d'artificiel, le désir de classer, de séparer ces moments. Aussi tournons-nous d'abord, avant de tenter une réponse bien modeste, vers notre initiation. Voyons d'abord les facettes de l'initiation, c'est-à-dire la cérémonie complète et les réflexions qui suivent, sans oublier la vie dans la loge, le silence forcé, puis la parole libre venant avec le temps. Elle est d'abord adressée. Le récipiendaire est impliqué dans ce qui lui arrive. Il perd alors sa qualité de profane. Un épistémologiste dirait qu'il passe du statut de sujet à celui d'advenant. Elle n'est jamais objective. Comprendre et en faire l'expérience, subir les épreuves ne font qu'un. Je ne peux pas être initié à la place d'un autre. Nul ne peut être initié à ma place. Aucune procuration n'est possible. Je ne peux la reconnaître, la vivre, que si je suis en jeu dans les possibles qu'elle me destine et me propose, que si j'accepte le fait qu'elle peut m'ouvrir un destin. On peut poser la question de la capacité de l'advenant d'être ouvert à l'initiation, sa possibilité de se comprendre lui-même à partir de toute son histoire et des possibilités articulées par les épreuves.
La réponse sera alors à la mesure de l'ouverture, de l'implication et de la vision de ces mêmes possibles. Tout dépendra de la manière dont l'advenant va accueillir ce qui lui arrive et va s'approprier en première personne les voies qui lui échoient. Mais il n'y aura jamais de remplacement ou de transition, mais une mutation, un profond changement, un nouveau départ. Décider d'une transformation, ce n'est pas décider entre les possibles, c'est se décider au possible. L'initiation n'est pas inscrite dans un monde, mais elle ouvre un monde. Tel est le sens des purifications. Elle se déclare avec l'évidence de l'ancienneté de ce qui est là depuis longtemps. La naissance, la vie résumée en 3 périodes, la mort inévitable. Le récipiendaire est amené à tout revivre, à tout revoir. Elle se déclare avec l'évidence de l'ancienneté de ce qui est là depuis longtemps. La naissance, la vie résumée en 3 périodes, la mort inévitable. Le récipiendaire est amené à tout revivre, à tout revoir. Elle ne peut être exprimée dans son rituel, son déroulement, ses épreuves, avec les référentiels habituels. C'est elle qui apporte de nouvelles références. On dira qu'elle est l'horizon de la rencontre. Justement, l'initiation ne fait pas qu'effacer. Elle reconfigure de nouveaux possibles et me permet en cela de me comprendre autrement. Nouvelle référence, nouvel horizon, nouvel homme, je suis ou je serai. Je suis celui à qui il arrive quelque chose. Je suis substrat assigné. À ce propos, le cabinet de réflexion met le profane advenant en demeure de revoir son passé, conformément à ce qui fait surgir. Le passé est refermé et par là révélé. Mais ce dernier ne pourra pas permettre d'expliquer la situation actuelle. Et les voyages, autre image du temps, permettent justement d'éclairer autrement notre passé conformément au sens nouveau que ce changement de repère fait jaillir. Revoir sa vie avec d'autres yeux, ne rien détruire, à peine regretter, mais tirer un constat. C'est à ce moment-là que le temps va fortement intervenir. L'initiation ne sera effective que s'il y a ouverture d'un destin ultérieur, c'est-à-dire si le récipiendaire n'évacue pas les possibles présentés, s'il laisse le temps s'emparer de sa démarche. Le contraire lui ferait considérer cette épreuve comme un simple fait intramondain. On peut déjà avancer l'idée que l'initiation est un événement plus ancien que lui-même. Expliquons. Quand il se déclare, il est déjà advenu en tant que tel. Quand le récipiendaire réagit, comprend ou essaie de comprendre, mais surtout mémorise ou s'efforce, l'épreuve dans son premier jaillissement est déjà passée. Le futur maçon, mais c'est aussi valable pour toutes les augmentations de salaire, les élévations, est toujours en retard sur l'instant. Le phénomène de réappropriation est inévitable, mais toujours postérieur, ce qui fait dire que l'initiation est rétrospective. Pour saisir ce que je vise à l'instant, il me faudra sans cesse interroger ce qui vient de se passer, mais le temps ne pourra se construire qu'à partir de ce qui viendra. Pour comprendre un passé qui s'éloigne vite, pour vivre un présent fugace, je suis obligé d'interroger le futur. La cérémonie agit dans le temps, ce qui fait qu'elle acquiert sa présence comme passé. Le rituel se déroule, la compréhension n'est pas instantanée, mais s'éclaire ensuite en loge. La présence en loge est donc indispensable pour que se déroule dans le temps la réflexion de l'apprenti. L'initiation ouvre le temps que nous appellerons maçonnique. Elle est temporalisante avant d'être temporelle, c'est-à-dire présente. Une formulation peut surprendre, paraître difficile,
mais relève de l'épistémologie. Je vous la livre. L'initiation n'est jamais présente que comme passé à la lumière de son futur. Je répète, l'initiation n'est jamais présente que comme passé à la lumière de son futur. Passé, présent, futur, le déroulement du temps. Les philosophes ont compris depuis longtemps que le passé et le futur écrasent le présent. Un rituel maçonnique de haut grade, universellement pratiqué, le dit bien en évoquant le problème de l'instant. Qu'est-ce que le temps? Le passé et le futur, comment sont-ils, puisque le passé n'est plus et que l'avenir n'est pas encore? Il semble que seul le présent existe, mais il est fugace et incertain. À peine avons-nous prononcé le mot, maintenant, qu'il appartient au passé. Reprenons la formule. L'initiation n'est jamais présente, la cérémonie elle-même, que comme passé, elle est apparue, a été suivie, subie, plus ou moins comprise, à la lumière de son futur. Elle ne trouvera son sens que plus tard, car l'initiation par l'épreuve de la terre, avons-nous dit, supprime les repères habituels et en propose d'autres, mais qui agiront plus tard. Le récipiendaire, pris par surprise, réagit avec retard. On pourrait croire que le maçon va être sans arrêt condamné à courir après son initiation. C'est un fait certain. Il faut revenir au présent, à l'instant à partager, à la tenue. Cela ne pourra se faire que par une mutation, une réappropriation de tous les possibles. On ne remonte pas le temps, le sable coule toujours plus haut, du haut, en bas, dans le sablier. Il faut s'améliorer, continuer sa route, se dégager de tout ce qui nous aveuglait, retourner le sablier, c'est entamer une nouvelle séquence de vie. L'événement initiation surgit de rien. Rien ne peut l'expliquer. Il serait vain de chercher des causes, de résoudre des décisions a posteriori ou à effet prétendument rétroactif. Le maçon est entraîné avec un retard, certes, mais comme il a été dit, il est emporté. Tout évolue chaque jour. Le sable ne remonte pas. Tout soumettre au crible de notre discussion, en particulier le symbolique, tissu social dans lequel nous baignons, générateur des dominations et usurpations, dont la maçonnerie offre des exemples bénéfiques ou malheureux, qui peuvent être autant de lieux d'expérimentation et parfois de dénonciation. Que devrait être la maçonnerie? Une image des efforts de l'homme pour rebâtir une société en grand danger d'effondrement. Le chantier est menacé par la mort de l'architecte. Une volonté de l'homme de se reconstruire au milieu et par des épreuves. Un effort de démystification de toute violence symbolique extérieure en utilisant toutes les ressources de la loge comme lieu privilégié de critique devant les intrusions éventuelles de l'extérieur. Je pense en particulier au pouvoir symbolique du porte-parole, mais il y aurait bien d'autres faits à dénoncer. Finalement, la loge initie au profane. Formule surprenante. Bref, il faut avoir deux projets. Un individuel, la perfectibilité de l'homme par abandon, en jetant l'inutile par-dessus bord. Un collectif, une vision critique du monde profane, exploration bordée par le rituel, afin d'éviter les franchissements de lignes. Avant de terminer, après avoir imaginé que le temps sculpte notre initiation, il nous reste à évoquer une autre forme de temps. C'est celui de la tenue, sorte de fragment de temps que nous découpons et que nous cultivons. C'est nous qui créons l'événement. Il est très souvent dit dans nos temples que le rituel crée un temps sacré, l'espace de notre réunion. Cette formule pose trois questions. Qu'est-ce que le sacré? Le temps peut-il devenir soi-disant sacré?
Et pourquoi sommes-nous dans un temps, un tout autre temps, l'espace d'une tenue? Que pourrait être une définition du sacré? Le plus simplement, le sacré est la séparation entre l'inviolable, le hors-norme, dont on ne peut rien dire, et le reste, le banal, le commun, le vulgaire. Autrement dit, il créerait une distinction entre un tout autre et l'ordinaire, soit une division, mais avec surqualification d'une des deux parties. Cette inviolabilité ressortit tout au seul symbolique et non à une réalité physique causale. Il est reconnu socialement ou reconnu comme tel grâce à un discours reçu. Le sacré relève donc du langage, par conséquent du symbolique, et à titre personnel de l'émotion, de la sensibilité ou de l'illusion, ou de la croyance, pas obligatoirement en un Dieu. C'est donc une construction de l'esprit, un point de vue subjectif, sous la dépendance exclusive et légitime de celui qui le ressent. Tout a été dit sur le rôle du sacré en maçonnerie, en particulier la sacralité du début, toute religieuse, puis la désacralisation des XVIIIe et XIXe siècles, la resacralisation, mais sous d'autres formes, non absentes de polysémie, voire d'ambivalence polymorphe. Mais tout cela reste subjectif et dépend de la personnalité de chacun. Une transcendance, certes, mais dans l'immanence. Et puis après tout, le sacré n'est pas une connaissance, mais une prise de conscience entre le moi et le monde, très liée à l'émotion. Transformer une arrière-salle d'auberge avec un tapis et un coup de maillet, et le faire échapper ainsi au monde profane, est certainement du sacré pour tous les maçons, mais justement dû à la puissance du langage et à un discours reçu par tous les participants. La première conséquence de l'introduction officielle du sacré en loge serait qu'il faudrait définir ce qui ne l'est pas, c'est-à-dire un profane maçonnique, ou alors décréter que tout est sacré. Et la maçonnerie deviendrait une religion, impossible à tous les points de vue. Malgré tout, il se dit toujours que nous sommes en loge dans un temps sacré. Une fois de plus, une telle affirmation est sous la totale dépendance de la croyance qu'on lui porte. De toute façon, le respect du rituel fait que, sacré ou pas, tout se déroule comme il se doit, dans l'ordre, l'échange et l'enrichissement. Mais alors, pourquoi le rituel fonctionne-t-il si bien en créant un temps tout autre? C'est dû à un processus connu sous le nom d'énoncé performatif, depuis les travaux de John Langshaw Austin. Il relève de la même réalité sociale, celle qui ne doit son existence qu'au fait d'être reçue et tenue pour telle. Le pouvoir du langage éclate. Il a suffi qu'une personne reconnue, autorisée, pour nous le président d'atelier installé par les membres de la loge, prononce l'énoncé performatif, les travaux sont ouverts. Je vous fais, constitue apprenti. Le participant reçoit le message, car la phrase ne se borne pas à décrire un fait, mais elle fait elle-même quelque chose. Elle crée un événement, un changement de nature du temps, un nouvel état pour l'homme. À mon coup de maillet, les travaux sont ouverts. Nous sommes dans un autre temps, une parenthèse d'ordre, de calme, d'écoute, de fraternité. Et nous jouons tous le jeu. Cette puissance du langage s'exerce sans cesse dans le monde profane. Mais dans un autre projet, la création de toutes les violences symboliques, quelle que soit leur nature, religieuse, politique, sociétale, culturelle, financière. Nous revendiquons un droit à notre espace et à notre temps. Quoi qu'il en soit, le temps s'écoule. Rien ne peut le suspendre. Et nous sommes en chemin
sans but bien visible, bien sûr, car il n'y a pas de but, seulement un espoir, à se demander même si nos pas laissent des traces. Il faudra du temps, de la persévérance, du courage, de l'attention, une bonne dose de compréhension de l'autre et peut-être de l'amour. Mais la porte du sombre cabinet s'ouvre. Un frère rentre. Il a une épée à la main. Le temps va s'accélérer, du moins pour le récipiendaire. Je vous remercie de votre attention.